que parfois il y a des gens qui disent on n'arrive pas à l'ouvrir. Non, c'est pas vous. Bon, de toutes les manières, s'il y a des difficultés quelque part, je serai là, disons, essayer de me faire signe, c'est-à-dire de m'aviser via les conversations au niveau de la plateforme et via l'email. Donc je pourrais répondre à votre, disons, votre invitation. Voilà. Concernant le projet, voilà, l'ensemble d'exercices que nous avons fait. Nous avons fait les exemples. Alors vous allez être capable de faire le projet avec toute la facilité possible. D'accord? C'est bon? Oui, monsieur, c'est bon. Bon. Monsieur, pour le délai, monsieur. Alors le délai, c'est pas possible de vous donner un délai exact parce que tout dépend des cours, l'arrêt des cours, les examens s'il y a lieu à des examens et ensuite voilà. Bon, ce que je pourrais vous dire tout de suite, c'est que vous avez d'ici 3-4 semaines. Alors 3-4 semaines, ça veut dire 3-4 semaines. Et ensuite, essayez de travailler entre-temps. Mais une fois que les choses deviennent claires, ça veut dire l'administration, les gens ils peuvent, ou bien le ministère de l'enseignement supérieur, lorsqu'ils décident sur les dates des examens par exemple, ou quelque chose comme ça. Donc, à ce moment-là, j'aimerais bien avoir les projets et une semaine ou 10 jours avant l'examen. Comme ça, j'aurai un peu de temps pour corriger et comme ça, l'examen, ça va certainement, lorsqu'ils vont faire un examen, ils vont nous demander... L'examen est en septembre. On ne sait pas. Ce que je sais, c'est qu'il y a, par exemple, les soutenances, les soutenances, c'est pour septembre, les soutenances, hein, parce que même au niveau des facultés, etc., les soutenances, les thèses, les doctorats, etc., c'est au niveau de septembre. Et la rentrée, disons, universitaire, ça sera le mois d'octobre. Mais comment voulez-vous qu'on vous donne une note le mois de septembre et le mois d'octobre la rentrée? Est-ce que vous avez compris? Parce que c'est pas évident, c'est pas logique de donner la note. C'est pas logique. Donner une note au mois de septembre et ensuite la rentrée. Alors, s'il y a des rattrapages, s'il y a un conseil de classe, si, vous voyez les difficultés de l'administration. C'est la one, tout le monde. Hein. C'est pour cela que je parle de 3-4 semaines. Ça veut dire on va chercher le 10 maximum le 10 juin. Le 10 juin, j'aimerais bien avoir vos projets indépendamment du reste. Et comme ça, si les examens par la suite, nous allons suivre le courant. S'il n'y aura pas d'examen, nous allons suivre le courant. Voilà. Alors je vous dis en toute franchise, je n'ai pas beaucoup d'informations là-dessus. C'est clair? Bon, monsieur, normalement, alors... Ah? Normalement, faut casse l'arrêt de cours. Alors, l'arrêt de cours, moi j'ai une information au niveau de l'INSEE de Rabat. L'INSEE de Rabat, ils m'ont avisé que l'arrêt de cours va aller jusqu'au 15 juin. Ça veut dire normalement l'arrêt de cours, disons, principal, c'est le 30 mai.
C'est l'arrêt de cours principal. Et puis, il y a une prolongation de 15 jours. Moi, c'est l'IMSI de Rabat. Je ne parle pas de l'IMSI de Casa. Parce que je n'ai aucune information là-dessus au niveau de l'IMSI de Casa. Pour vous montrer les choses. J'ai une information, c'est un collègue qui m'a donné cette information. L'IMSI de Rabat, ils vont aller, les cours, c'est-à-dire principalement l'arrêt, ça va être le 30, mais une prolongation pour les gens qui n'ont pas achevé, disons, soi-disant, achevé le cours, les profs qui n'ont achevé le cours, ou bien s'il y a des exercices, des petits projets, etc. à faire, ils ont prolongé jusqu'au 15 juin. Voilà tout ce que je pourrais vous dire, mais ce n'est pas valable pour Casablanca parce que je n'en ai aucune information. Bien, alors nous allons entamer notre cours d'aujourd'hui. Voilà le cours. La dernière fois, nous étions alors arrêtés à quel niveau? Hein? C'est pas l'acculé contrepoids? Monsieur, non? Enterré armé. Hein? Enterré armé. Enterré? Armé. Enterré. Non, je pense que c'est l'acculé contrepoids, non? C'est pas l'acculé contrepoids? Acculé en terre armée, c'est ici. Oui, en terre armée. En terre armée. Bon, alors, regardez bien, il y a une autre, disons, un autre type de culé contrepoids. Là, c'est une culée qui est utilisée rarement. C'est simplement pour venir, disons, bloquer la dernière travée, les travées extrêmes, contre le soulèvement, pour qu'il ne se soulève pas. On a parlé de ça la dernière fois. Ça veut dire que c'est une culée qui vient, qui essaye, au lieu que la poutre vient être posée sur la culée, c'est la poutre qui va pénétrer dans le coffret de la culée, parce que là, si vous voulez, c'est un coffret, hein, que vous voyez. C'est la poutre, elle est inclinée, elle rentre, et puis si jamais il y a un soulèvement, il va être buté contre le plafond du coffret de la culée. C'est quelque chose qui est un peu bizarre, mais quand même c'est quelque chose qui permet de bloquer le tablier contre les soulèvements des travées de rive. Voilà. Là vous mettez une semelle, ensuite vous mettez des murs, vous mettez des murs partout, et après vous allez faire un remplissage au milieu avec de la terre. Là c'est un matériau de remplissage. C'est celui qui va alourdir, qui va, disons, stabiliser, c'est-à-dire donner beaucoup plus de poids à votre coffret de la culée. Alors j'irai vers voilà les types de murs culés. Les types de murs culés. Bon, il existe deux types, les murs en retour et les murs en aile. Vous devez toujours faire la différence entre un mur en retour et mur en aile. Mur en retour, c'est un mur qui soutient le remblai, la chaussée supérieure. Alors, la partie supérieure du remblai, il soutient ça pour ne pas aller se raviner, aller descendre, aller tomber. Le mur en aile, c'est celui qui va retenir le remblai depuis la base. Et d'ailleurs, vous voyez les murs, on construit à partir de la base qui remonte, et puis les murs qui sont suspendus, qui sont vers le haut. Alors, celui qui est vers le haut s'appelle un mur en retour, et celui qui monte du bas, là, comme un trapèze avec une base du sol, là, s'appelle un mur en aile. C'est la même chose. Bon, on peut avoir des murs en retour qui sont encastrés, ça veut dire qu'il fait partie de la culée,
Et puis, on peut parler des murs en retour indépendants. Il y a un joint entre l'acculé et entre le mur en retour. Voilà, donc c'est tout ce que je pourrais vous dire ici. Les murs... alors, le sommier là, c'est, si vous voulez... Oui, monsieur, qu'est-ce que vous dites? Vous pouvez répéter la définition du mur en retour? Le mur en retour, alors le mur en retour, c'est un mur, d'accord, qui soutient, qui joue le rôle de soutènement de la partie supérieure du remblai à disons, remblai contigu au pont. C'est quoi contigu? Ça veut dire voisin. Contigu, ça veut dire voisin. Ça veut dire proche. C'est le remblai qui va venir, qui va être être bloqué par l'acculé. C'est le remblai qui touche, si vous voulez, le remblai qui touche l'entrée ou la sortie de l'ouvrage. C'est ça. C'est la partie supérieure. Par contre, si vous allez descendre vers le bas et vous faites un mur avec une pente de talus, ça s'appelle un mur en aile. Mur en aile. Donc, alors maintenant, au niveau du projet, vous essayez d'utiliser ces informations pour pouvoir faire une conception d'un ouvrage que vous voulez, disons, faire pour répondre à mes questions. Voilà. Alors, là, le sommier. Alors, le sommier, là, vous voyez une culée. Là, on va poser les appareils d'appui. Ça s'appelle le sommier. Le sommier. Alors, le sommier, il se peut qu'il soit une poutre, ça veut dire un chevêtre. Il se peut qu'il soit, disons, la partie supérieure d'un voile, mur-voile. Donc, c'est une surface qui doit être aménagée, bien sûr, pour l'implantation ou bien la pose des appareils d'appui et la mise en place des vérins. Alors, je vous explique un peu c'est quoi les vérins. Parce que lorsque vous allez construire, regardez, lorsque vous allez construire un appui, alors, si vous construisez l'appui, est-ce que vous allez poser l'appareil d'appui et ensuite vous allez poser votre tablier? À votre avis, moi je ne demande pas à ce que ce soit... Ah? Monsieur. Oui. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Monsieur, nous protéger donc les appareils d'appui. Lorsque vous faites la pose du tablier, les poutres, parce que vous allez commencer par les poutres, la pose des poutres. Vous allez les poser tôt, hein, et puis vous allez utiliser pour placer les appareils d'appui. Parce que les appareils d'appui, ça fait partie de l'équipement du pont. Une fois que vous avez fait des travaux de maçonnerie, de béton, etc., vous allez venir poser les appareils d'appui. On soulève le tablier avec des vérins et on pose les appareils. Et tous les appareils d'appui, ils sont munis de 2 bossages. Les bossages, ce sont des petites plateformes, une inférieure, ça veut dire il y a fortement ferraillé, ça veut dire c'est un petit cadre fortement ferraillé, et vous le mettez, ensuite vous allez poser l'appareil d'appui, et en haut vous allez faire un autre qui va être accroché en bas, c'est-à-dire au fond de la poutre. D'accord? Ce sont ce qu'on appelle des bossages. Alors, il y a des bossages d'appareil d'appui et il y a des bossages de verrouillage. À côté, on mettra des bossages. D'autres bossages, ce sont des petites plateformes qu'on mettra avec fortement ferraillé. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a beaucoup plus de ferraillage avec des béton armé, bien sûr. Et ensuite, ils vont vous permettre de placer vos vérins et comme ça, vous n'aurez pas de poinçonnement. Vous aurez une base. Là,
où vous allez poser votre verra et la base où le verra va pousser le tablier vers le haut. C'est ce qu'on appelle des bossages. Il y a les bossages de vérinage et il y a les bossages d'appareil d'appui. C'est clair? Donc là, ce sont les choses que vous devez bien sûr savoir. Le sommier là soit c'est la partie supérieure du mur de front, on l'appelle le mur de front de la culée, ou bien on fait venir une poutre qu'on appelle un sommier qui fait partie du cheval, comme le cheval. Bien, alors là, regardez là, vous voyez là, on aura le sommier là. C'est un sommier qui a certaines formes. Alors, là, ce sont, si vous voulez, ce sont des prédimensionnements, si vous voulez prédimensionner votre sommier. Alors, ce que je pourrais vous montrer simplement, ce qui est montré ici en rouge. Alors, la hauteur, il y a la hauteur C du chevêtre. Hein. Là, c'est un chevêtre parce qu'il s'agit comme une poutre. La hauteur HC et puis la largeur LC. Alors, essayez de regarder le premier, le premier ou le second, c'est la même chose. Alors, regardez ici, le premier, là, la disposition A1, il y a HC et il y a le LC. Et ensuite, le HC, c'est la hauteur là, c'est la hauteur de votre sommier ou votre chevêtre, égale à 0,60 mm, 0,60 mètres. 0,60 mètres, ça veut dire 60 cm. Alors, ça, c'est la hauteur minimale. Ça veut dire au minimum, vous allez mettre 60 cm. C'est le minimum de hauteur. Mais sinon, la hauteur, il doit être supérieure. Là, c'est une condition. C'est une condition. La hauteur, il doit être supérieure à 1,25 phi. Phi, c'est le diamètre des colonnes. Alors, les colonnes qui remontent, et pour lesquelles vous allez mettre le sommier en haut, le chevêtre, là, il faut qu'il soit supérieur au diamètre de plus de 25% du diamètre. Alors, imaginez que vous avez un diamètre de 1 mètre. Par exemple, ici, on a un diamètre d'une colonne de phi de 1 mètre. Donc, notre hauteur, il va être combien, à votre avis? Notre hauteur, c'est un minimum. C'est un minimum. Ça veut dire au minimum 1,25. Au minimum. Alors, imaginez que vous avez une colonne ici qui fait 0,40. Supposons, hein, je sais que 0,40 c'est peu pour. Mais supposons que vous avez 0,40, ça veut dire 40 cm. Alors, 40 cm, il va vous donner comme épaisseur, comme hauteur 0,5. 0,5, monsieur. 105 0,5. 0,5, vous allez prendre à la place de 0,5, 60. 0,6. Oui, c'est le minimum. Le minimum. Voilà, c'est simplement c'est ça ce que j'aimerais bien vous montrer. Donc il y a cette hauteur et puis le LC. LC, ça veut dire c'est largeur là. La largeur égale phi plus au minimum 5 cm de part et d'autre. Ça veut dire 10 cm au total. C'est un minimum. Si vous avez un fût de diamètre 60 cm, un minimum de LC égale 70 cm. Si vous avez un phi égale 1 mètre, un minimum de 1 mètre 10 LC, la largeur de votre fût. Est-ce que vous avez un peu cisé ça? C'est bon? Ça va? Oui, monsieur. Voilà. Oui, monsieur. Donc voilà, simplement pour dimensionner. Parce que, regardez, ce que vous voyez comme information ici, pour faire le calcul de dimensionnement de pont. Et dans mon cours, moi, je ne vais pas rentrer dans des détails. Par exemple, l'excentricité. Je ne vais pas rentrer dans l'excentricité, par exemple, de l'appareil d'appui, de l'axe de l'appareil d'appui par rapport à l'axe du colonne. Je ne vais pas rentrer dans
le petit A que vous voyez, le petit B, c'est la largeur du bossage, là, ou la largeur de l'appareil d'appui. D'accord? Alors, je ne vais pas rentrer dans ces détails parce que ça sort un peu de la conception. Oui. Monsieur, les bossages wesh pour assurer la bonne répartition des charges. Exactement. C'est une surface de pose déjà, qui est correcte, et qui est plate. On a une surface plane, d'accord? Et ensuite, ça évite des aspérités, etc. Mais quand même, c'est fortement ferraillé. Fortement ferraillé. C'est ce qu'on appelle bossage. On fait un bossage fretté. C'est quoi le frettage? Ça veut dire que vous allez faire comme un serpentin, vous voyez, en ferraillage. Hein? Je ne sais pas si vous voyez certains réfrigérateurs. Si vous regardez derrière les réfrigérateurs, vous trouvez un tuyau qui fait un serpentin. Vous voyez ça? Hein? Non? Vous n'avez jamais vu? Oui, monsieur, oui. Alors, c'est exactement ce qu'on fait au niveau du frettage. Ça veut dire qui va faire l'aller-retour, comme ça, longitudinalement et transversalement, on le fait. Comme un quadrillage, si vous voulez, quadrillé, comme ça. Et puis c'est fait en béton armé. Voilà. Il vous donne le bossage. Alors, le bossage, on l'utilise pour la pose des appareils d'appui et on l'utilise pour le virénage du tablier. Ça veut dire on le met, disons, près de l'appareil d'appui, sur le même axe que le fût. Bon, ce que je peux dire ici, alors là, bon, le sommier, ça, on a parlé. Alors, le mur garde-grève. Maintenant, on va parler du mur garde-grève. Prédimensionnement du mur garde-grève. Monsieur, une question. Oui, oui. C'est la différence entre sommier et chevêtre? Alors, regardez bien, lorsqu'on va passer au niveau des piles, on ne va plus parler de sommier. On va parler de chevêtre. D'accord? On va parler de chevêtre. Il y a également, au niveau des piles, on peut parler de sommier. Alors, si jamais vous avez un voile qui remonte, est-ce que vous allez faire le sommier, le chevêtre? Non, monsieur, hein? Non. Non, monsieur, non. Parce que le mur qui remonte avec une épaisseur... Voilà, le mur a un voile de 50 cm d'épaisseur. Lorsqu'il remonte, il va jouer le rôle en même temps de fût et de quoi? Et de chevêtre, c'est ça? Oui, ça. Alors, donc on va appeler la partie supérieure, s'appelle le sommier. Ça veut dire que c'est uniquement la continuité du mur qui s'appelle sommier. Le chevêtre, on peut le mettre lorsqu'on va venir faire comme une poutre horizontale, s'appelle le chevêtre. Il peut jouer toujours au niveau des appuis, des culées, jouer le rôle de sommier. Parce que le mot sommier, ça veut dire c'est un lit de pose. Ça veut dire là, vous posez quelque chose, sommier. Ah, ça se dit dans les lits des chambres à coucher, par exemple. Le lit s'appelle le sommier. Vous connaissez ça, ce nom comme ça? Dans la littérature, hein? Oui, monsieur, oui. Ah, il y a un sommier. Un sommier, ça veut dire c'est là où on va poser. On va remplir le vide. Le vide. Vous voyez un vide ici, un vide. Alors le vide, là où il y a l'appareil d'appui, ensuite il y a le joint. Le mur garde-grève. Alors ce mur de garde-grève, voilà, je vais vous donner un peu des informations sur le prédimensionnement du mur. Alors, regardez, vous voyez maintenant la diapo. Mur garde-grève. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Mur garde-grève. Oui, monsieur. Ouais, monsieur. Alors, regardez, il y a le HG, le E. Le E, c'est l'épaisseur du mur. Le HG, c'est la hauteur du mur garde-grève.
la hauteur générale ou bien la hauteur du mur garde-grève. Alors, la hauteur du mur garde-grève, elle provient d'où? Où est-ce que vous allez? Pas à la hauteur du remblai, monsieur. Pas à la hauteur du remblai. La hauteur des poutres, monsieur. Pas uniquement les poutres. Oui. Pas uniquement. C'est la hauteur. Le tablier câble, monsieur. Le tablier plus la distance qui vont être la distance ou bien la hauteur utilisée par les appareils d'appui. Alors regardez là, vous allez avoir une hauteur de l'appareil d'appui qui est un minimum de 15 cm. 15 cm, un minimum. Et puis il y a la hauteur de la poutre. Et après le ourdi qui va venir par la suite. Alors la somme de ces éléments-là, il va vous donner la hauteur HG. C'est bon? C'est clair? Est-ce que c'est clair? La hauteur de HG. Maintenant l'épaisseur. L'épaisseur, vous avez trois cas. Soit vous avez une hauteur inférieure ou égale à 1 mètre, auquel cas vous allez prendre 20 cm. Ça c'est clair. J'ai par exemple un HG qui fait 80 cm, je vais mettre l'épaisseur de mon mur de 20 cm. J'ai une hauteur de 1 mètre, je vais mettre 20 cm toujours. Maintenant, si j'ai une hauteur, regardez bien, si j'ai une hauteur qui est comprise entre 2 mètres, inférieure à 2 mètres et inférieure ou égale à 3 mètres. Ça veut dire une hauteur de 2,50 ou 2,70 ou une hauteur de 2,10 par exemple, 2 mètres 10. Alors je vais prendre une épaisseur de 30 cm. Alors là, ce sont des sections, ça veut dire des épaisseurs qui sont constantes. D'accord? Maintenant, si j'ai une hauteur comprise entre 2 mètres et 1 mètre, c'est-à-dire de 2 mètres et supérieur à 1 mètre, dans cette marge-là, alors je vais prendre cette formule. Ça veut dire je vais prendre le 1/10 de HG auquel je rajoute 10 cm, 0,1, 10 cm. Alors prenons l'exemple 1,50. Vous avez une hauteur de votre tablier et plus 15 cm des appareils d'appui, enfin la pose des appareils, ça vous fait 1,50. Supposons 1,50. Alors quelle est l'épaisseur du mur garde-grève que vous allez prendre? C'est 25. 25, monsieur, 25 cm. 25 cm. Voilà. Alors regardez là, vous allez prendre 1,50. Vous divisez par 10, ça fait 1,50 divisé par 10, ça fait 15 cm et ensuite vous rajoutez 10 cm, ça fait 25 cm. Là, vous allez faire une épaisseur de 25 cm. Il n'y a pas de problème. C'est bon? C'est clair? Très bien. Si c'était clair, s'il n'y a pas de questions, je passerai à la diapositive suivante. Dalle de transition. La dalle de transition. Quel est le rôle d'une dalle de transition? Pour éviter les remblais de l'entrée ou la sortie, monsieur, les ponts. Éviter le remblai ou éviter quelque chose du remblai? Le tassement le remblai, monsieur. Voilà, éviter le tassement du remblai. Disons, à l'accès, à la sortie, l'accès, bon, accès, ça veut dire sortie et entrée, accès du pont, c'est-à-dire contigu, du remblai contigu. Remblai contigu, ça veut dire proche. Avec le temps, monsieur Darour, يكون واحد le tassement شوية ضروري. Alors, qu'est-ce que vous dites, monsieur? Avec le temps, ضروري يكون un petit tassement. Mais monsieur, de quel tassement vous parlez? Est-ce que le tassement de la chaussée ou le tassement du remblai? Monsieur, le tassement. À votre avis, si vous avez une chaussée et vous avez un remblai, qui est exposé à un tassement important? Le remblai ou la chaussée? Le remblai, monsieur. Alors le risque,
il peut provenir du remblai, et non pas de la chaussée. Oui. Est-ce que vous avez compris? Et non pas de la chaussée. Ah, c'est pour cela qu'on va faire, disons, le remblai en bas, nous allons le protéger, c'est-à-dire protéger par une dalle. On va mettre une dalle qui va être posée sur le remblai, et d'un côté, il y aura posé sur le corbeau. Là, vous voyez la partie. Ouais. Alors, moi, je vais passer à la diapo suivante et puis je reviens pour le prédimensionnement ici. Alors, la diapo suivante, elle va expliquer bien la position d'une dalle. Voilà. Alors, regardez là. Est-ce que vous voyez, bon, au niveau de cette diapo, est-ce que vous voyez la dalle de transition? Déjà, oui, si vous allez regarder d'en haut, vous allez trouver une couche de roulement, des enrobés par exemple, ou un revêtement superficiel, pas couche de roulement. Monsieur, qui est noirci là. Oui, monsieur. Elle est inclinée. Oui, ah oui, il est incliné. Ah, tu peux l'incliner. Il est incliné. Alors, pourquoi il est incliné? Simplement pour que les matériaux viennent d'une manière progressive à être, voilà. Parce que, regardez, ce type de pont là, regardez, le mur garde-grève, regardez, le mur garde-grève, il est fonction de la hauteur de votre tablier, y compris l'appareil d'appui. Ça, on l'a vu tout à l'heure, c'est ça, la hauteur. Mais la position du courbeau, regardez la position du courbeau. Je peux descendre le courbeau vers le bas comme je peux le remonter vers le haut. Il va dépendre de la position de ma dalle de transition. Où est-ce que je vais poser la dalle de transition? Si Monsieur, je voudrais que ma dalle de transition... Oui. Monsieur, il se peut si on fait descendre avec le courbeau à certains niveaux, horizontal, mais cause l'inclinaison. Non, monsieur, vous n'avez pas intérêt à faire la dalle de transition horizontale. Vous savez pourquoi? Ne serait-ce s'il y a des infiltrations d'eau. Ah oui. Simplement. Par exemple, s'il y a des infiltrations d'eau au niveau de votre couche de fondation, par exemple, là, et il faut que la dalle de transition présente un lit incliné. Ça veut dire un lit d'écoulement, qui est incliné. Est-ce que vous avez compris, monsieur? Ah oui, j'ai compris, monsieur. Et puis la dalle de l'évacuation. Bon, voilà. Et ensuite, regardez bien, pour ne pas, parfois pour ne pas avoir, disons, une pression de la dalle une pression horizontale vers le courbeau. Vous la faites incliner comme ça. Est-ce que vous avez compris? Oui, j'ai compris, monsieur. Alors, imaginez que vous avez soulevé de l'autre côté, plus haut. Il y aura la dalle de transition qui va agir sur le courbeau, qui va pousser vers le courbeau. Ah, il ne faut pas qu'il pousse. Bon, horizontalement, ça va être, il ne poussera pas, mais quand même, il y aura un problème d'eau, si jamais il y a de l'eau à l'intérieur, etc. Donc là, regardez, là c'est une dalle. Alors la dalle, il repose, regardez bien, il repose le béton de propreté, vous voyez le petit, enfin, vous voyez le béton de propreté en bas, parce que vous faites le remblai, vous allez remonter jusqu'au courbeau, et une fois vous êtes au niveau du courbeau, vous allez faire du béton de propreté. Et après, vous allez couler votre dalle dessus. Vous allez couler la dalle ici. La dalle, normalement, généralement, on fait 30 cm. Bon, il y a des gens qui mettent 20 pour des petits pans, etc. On mettra 20 lorsque... Alors, quel est le rôle de la dalle de transition? C'est, comme a dit votre camarade, c'est essayer de protéger l'accès du pont, l'entrée là, parce que vous avez deux matériaux différents. Vous avez là du béton qui est fixe à un niveau, c'est le tablier qui est fixe, mur garde-grève également, là c'est fixe, mais là c'est quelque chose qui peut être exposé à des tassements. Alors, si vous mettez une dalle,
là, étant donné la dalle, il est fixe, tout ce qui est au niveau supérieur de la dalle, il va rester normalement fixe. À quelques petits tassements, mais qui sont pas... D'accord? Mais l'autre partie, lorsque vous allez partir vers l'extérieur, là c'est du remblai et c'est la dalle là qui s'appuie sur le sol, sur le remblai. Et si le remblai tasse, la dalle elle va tasser également, mais au niveau de l'accès, il n'y aura pas de décrochage, il n'y aura pas d'affaissement ici. C'est ça le rôle essentiel de la dalle de compression. La dalle de transition. Et ça s'appelle pour dalle. Dalle, c'est quelque chose que vous faites, c'est un plancher. Transition, c'est une transition entre le remblai et le pont. Vous allez transiter entre le pont et le remblai. C'est un passage. Voilà, pour éviter les tassements. Alors, je vais maintenant revenir à la diapo de prédimensionnement. Alors là, vous avez une épaisseur généralement, je dis généralement 30 cm. Il y a des gens qui prennent 25, d'autres ils prennent parfois si j'ai un petit pont, un petit remblai, etc., je peux prendre 20, de 20 jusqu'à 30. Généralement, 30, ça marche. Alors, et puis vous avez une largeur là et une longueur. La largeur égale la largeur de votre chaussée plus 50 cm de part et d'autre. Largeur de la chaussée plus 50 cm de part et d'autre. Si vous avez une chaussée qui rentre vers le pont, qui a une largeur de 7 mètres, quelle serait la largeur de votre dalle de transition? Combien? Oui. Vous allez me... Oui, tout à fait. C'est-à-dire 50 cm de part et d'autre. C'est bon? Très bien. Maintenant, la longueur. La longueur de, ça veut dire il avance dans le remblai de combien? À partir du corbeau vers le remblai, ça c'est la longueur. La longueur, là c'est une formule. Hein. Donc la longueur, c'est un minimum entre 6 mètres. Vous allez prendre 6 mètres d'un côté. De l'autre côté, vous allez chercher le max de 3 mètres et 0,60 H. H, la hauteur du remblai. La hauteur de votre remblai. Vous avez un remblai sous votre pression, il a une hauteur quand même. Alors cette hauteur H, vous allez prendre 60% de cette hauteur, ou vous le multipliez par 0,6, vous le comparez à 3 mètres, vous prenez le maximum. Alors ce maximum-là, vous allez le comparer avec 6 mètres, vous prenez le minimum. Est-ce que vous avez compris? Hein? Est-ce que c'est compris? Monsieur, la hauteur du remblai, la hauteur totale ديال le remblai ou la hauteur ديال le remblai اللي sous la dalle? Non, c'est la hauteur totale du... Parce que le remblai maximum, la hauteur maximale d'un remblai, il va être juste à côté de l'appui, sous la dalle, surtout le niveau du corbeau. Hein. Vous allez prendre sous le... Est-ce que vous avez compris? C'est là la hauteur maximale. Je n'ai jamais vu un remblai qui est plus grand, il vient, on diminue un pont. J'ai jamais vu ça. Sauf si vous avez un ouvrage de franchissement, vous allez le franchir et ensuite vous allez passer vers un petit ouvrage en bas. À ce moment-là, on aura peut-être un remblai qui vient en descendant. Généralement, les remblais, ça veut dire on remonte. On fait un remblai pour remonter. La hauteur, regardez bien, la hauteur H, c'est la hauteur de votre remblai sous la dalle de transition. Vous allez prendre 60%, ça veut dire 0,6. Vous allez le comparer à 3 mètres. Alors, vous prenez le maximum entre les deux. Et ensuite, ce maximum-là, vous le comparez à 6 mètres et vous prenez le minimum. Pas de questions? Alors, j'irai vers... là, regardez maintenant la dalle de transition. Il y a un petit rang. Alors, c'est la diapo de toujours la dalle de transition. Vous voyez le petit rang là? Vous le voyez?
C'est un détail. Alors, regardez au niveau du détail. Qu'est-ce que vous voyez? Contact corbeau, dalle de transition. Qu'est-ce que vous voyez? Hein? بحال درنا ان ابي monsieur ديك لا dalle de transition. Oui, c'est un appui de la dalle de transition sur le corbeau. Mais... Alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous voyez dans le dessin ici? Qu'est-ce que vous voyez? Les armatures, monsieur. Exactement, c'est ce qu'on appelle les goujons. Alors les goujons, ce sont des armatures que vous allez laisser en attente à partir de la construction, disons, la construction du corbeau. Lorsque vous faites le corbeau, vous faites le soumier tout ensemble, bien sûr, y compris le corbeau, vous allez laisser des armatures qui sortent, comme ça. Ce sont ce qu'on appelle des goujons. D'accord? Alors ces goujons-là, une fois vous allez venir, vous allez faire votre coffrage, béton de propreté, d'accord? Ensuite, vous mettez le coffrage et puis vous allez installer les armatures de la dalle de transition et vous allez les enchevêtrer avec ces goujons. Monsieur, quel est le diamètre de ces aciers, monsieur? Alors, généralement, ce sont un goujon. Alors, les goujons, ce sont de filles 20 ou 25. Voilà, ce sont, si vous voulez, ce sont les types d'armatures qu'on utilise dans les ponts. Parce qu'au niveau des ponts, on peut aller jusqu'à FI 40. Hein. Au niveau des ponts, on peut aller jusqu'à des FI 40. On fait 36, on fait 30, on fait le 25, on fait le 20, on fait même 16, etc. Parce que ce sont des armatures qu'on utilise. Les goujons, ce sont des armatures qui peuvent assurer une liaison. Et les goujons, lorsque je vous ai peut-être parlé des chaussées en ciment, je vous ai dit qu'il y a deux types de chaussées, soit des dalles goujonnées, ça veut dire vous mettez une dalle avec un joint et ensuite il y a du ferraillage entre les deux, enfin des morceaux de fer entre les deux. D'accord? Pour pouvoir, disons, essayer toujours d'avoir le même niveau. Éviter bien sûr disons, la variation de niveau d'une plaque par rapport à une autre. Ce qu'on appelle. Et puis il y a ce qu'on appelle la chaussée rigide, également goujonné, c'est rigide. Il y a ce qu'on appelle bac. Bac, c'est armature continue. Au lieu que ce soit des goujons, c'est de l'armature. Là, ce sont des goujons, ça veut dire que c'est quelque chose que vous allez mettre ancré au niveau du courbeau et vous allez l'ancrer également, la sceller au niveau de la dalle. Il va permettre de garder votre dalle de transition toujours appuyée sur le courbeau. C'est ça le rôle. Ça veut dire qu'il ne va pas la laisser glisser, ni tomber, ni aller, parce que si jamais vous ne faites pas ce goujonnage-là, c'est-à-dire les goujons, vous ne les faites pas, c'est-à-dire vous venez poser uniquement votre dalle, avec le temps, avec les vibrations de transport, etc., il se peut qu'il y aurait un glissement, parce que regardez là, il fait uniquement 30 cm. Uniquement 30 cm. Assez peu par rapport au poids de la dalle, donc il pourra glisser, et si jamais il glisse, il aura le même effet que le remblai. Ça veut dire qu'il n'y aura plus d'unité de tassement. Il va tasser avec le remblai. D'accord? Très bien. Et lorsque, je vous dirais une chose, lorsqu'il y aurait même un tassement, là, regardez, derrière le mur garde-grève, vous le voyez dans le schéma, s'il y a un tassement, ça sera un vide sous la dalle. Ça sera un vide. Vous avez compris? Vous avez bien compris? Ah? Oui, monsieur. Est-ce que vous avez compris? Il y aura des vides sous la dalle, si jamais le remblai passe. Mais ce vide-là n'aura aucun... Oui. Si monsieur, le remblai qui est sous la dalle de transition, monsieur, il a tassé, monsieur, تقدر تحليش لنا لا دال.
Non, non, parce que la dalle, vous allez faire le calcul, c'est-à-dire appuyer simplement sur deux appuis. Voilà. Ah, ça y est. C'est elle qui Ouais. pourra supporter, C'est pour cela qu'on fait la dalle. Si on ne fait pas de calcul, il va se fissurer de toutes les manières. Ouais. Il va se fissurer et puis il va suivre le mouvement. Donc vous devez faire un calcul d'une dalle comme une dalle que vous allez poser un point qui est fixe, là, puis il y a un autre appui là, l'autre appui, deux appuis. Parce que c'est le résultat final après tassement. Et donc il faut que votre dalle résiste. Et vous voyez que la longueur, hein, regardez la longueur, donc c'est une longueur de 6 mètres. Ah, si vous voyez un peu ce que nous avons fait, c'est Monsieur, un s'il vous maximum. plaît. Oui, c'est un maximum de 6 Monsieur, mètres. pour la Regarde. pour Oui. la dalle de transition. Oui. Monsieur, de l'autre côté, elle a qu'on appuie le corbeau. ولكن de l'autre côté, monsieur, sur quoi elle va appuyer, monsieur? Sur le remblai. Sur le remblai. Sur le remblai, monsieur. Ah oui? Monsieur, Alors, directement monsieur, sur le remblai. Directement sur le béton de propreté. Vous allez mettre un béton de propreté. مسيو راه directement sur le rond. يقدر يكون عندنا مسيو ان طاس Même s'il y a tassement là-bas, même s'il y a tassement, qu'est-ce que... Il y a le corbeau, Alors, le monsieur. tassement, vous allez avoir... Le corbeau qui Non. va équilibrer à monsieur Dex. C'est pas équilibré. Le courbeau, il n'y aura pas de tassement au niveau supérieur du courbeau. Ça veut dire que Oui. vous allez avoir toujours une chaussée qui l'entrée au pont, vous allez rentrer au même niveau. Vous avez compris. Mais s'il y a tassement à 6 mètres avant, on peut avoir une petite dénivellation à 6 mètres avant de toucher le pont. Est-ce que vous avez compris? مسيو داكشي اش نقولوا أوكي، ما عرفنا. في المغرب ناقصين استاذ هو راه قول لي ما كياخذوش اون كونسيديراسيون هادشي مسيو راه حتى كيفاش؟ قبل من 6 متر ولا 7 متر خاصها تكون ما خاصهاش تكون دينيفلاسيون خاص لاغوت تبقى مزيانه مسيو بوكو مسيو اون في با مسيو واحد لا سومين مثلا ولا شي حاجه اللي بحال هكا اللي تخلي الطريق غادي مزيان كيفاش كتكون الطريق غادي مزيان؟ Monsieur, pour éviter le problème de tasse كاع monsieur, مسيو افون لا رونتري Quelle est la regardez. Vous êtes, moi je vous comprends. Vous voulez faire des choses qui sont formidables, des choses qui sont impeccables. Il n'y aura pas de problème, et tout va bien, tu iras bien, etc. Oui, je vous comprends. Mais attention, ici ça veut dire, est-ce que vous voyez un remblai qui ne tasse pas? Est-ce que vous voyez un remblai qui ne tasse pas? Jamais. Non. Tous les remblais, Non, jamais. tous les remblais tassent. Au fil de temps, tous les remblais tassent. Mais le tassement est en fonction de, regardez, en fonction du matériau utilisé et en fonction disons de la mise en œuvre, ça veut dire le compactage, etc., l'indice de vide, etc. Le seul matériau qui ne tasse pas, c'est le sable propre, un sable propre. Si vous faites un compactage hydraulique, il ne tassera jamais. Et si vous protégez le remblai, disons, pour ne pas avoir de déperdition de grains de sable, il ne tout ce qui est GNT, d'une manière générale, GNT, elle passe. Chaque fois que vous avez une hauteur plus grande, il y a le risque de tassement. Mais ce qu'on dit, le risque de tassement, on le sait. Mais on va essayer, à l'approche du pont, il n'y aura pas un décrochement, il n'y aura pas une marche. Évitez que vous avez une marche lorsque vous allez venir un jour et ensuite vous trouvez une marche. Hein? C'est le remblai qui est passé, la chaussée a suivi et ensuite vous voyez le mur, disons, mur garde-grève et vous allez buter contre mur garde-grève. Ou bien à la sortie du pont,
Alors ça, c'est dangereux. Il y a des gens qui vont freiner, d'autres qui vont aller se renverser, etc. Bon, c'est pour cela, qu'est-ce qu'on dit? Alors, s'il y a tassement, supposons qu'il y a un tassement ici au niveau. Alors le tassement là, il ne faut pas exagérer. Ce ne sont pas des tassements de 10 cm, de 15 cm. Il ne faut pas parler de ça. Ce sont des tassements de quelques millimètres. Hein. Voilà, pour qu'on soit clair. Hein. Ce sont des tassements de quelques millimètres. Sauf si vous avez des divisions de matériaux. Vous avez un remblai où il y a des matériaux qui partent. À ce moment-là, on peut même avoir un tassement de 1 mètre ou bien une cuvette ou une crevette, une cavité plus grande. D'accord? Mais le tassement, il va y avoir lieu de tassement, mais ce qu'on aimerait bien, c'est que au niveau du pont, il n'y aura pas de tassement. Tout va rester. Et le tassement, s'il vient par la suite, c'est une petite cavité, hein, enfin une petite cavité, hein, qui n'est pas dangereuse. Hein, qui n'est pas dangereuse de toutes les manières. Et puis, il est parabolique. Il va venir parabolique. Regardez bien. Ça, c'est le plus important. Parce qu'au niveau du pont, il ne va pas y avoir une cavité parabolique. S'il y a un tassement, il y aura une marche, une contre-marche. C'est vertical. Est-ce que vous avez compris? Oui, monsieur, mais il يكونش عندنا glissement. يكون عندنا un tassement. Voilà, un tassement, si, regardez bien, j'irai mieux que ça. Si jamais vous avez un tassement de votre appui, même l'appui à tasser, le remblai à tasser, est-ce que vous allez sentir quelque chose? Rien du tout. Rien du tout. Parce que l'ensemble a tassé. Est-ce que vous me comprenez? Oui, monsieur. Oui, monsieur. C'est-à-dire le tablier, lui, il a suivi le tassement. Si le tablier suit le tassement de remblai, il n'y aura pas de problème. On n'aura pas besoin de dalle de transition. Mais le problème ici, c'est qu'on va faire un appui rigide, solide, avec une semelle, etc. Pas de tassement, on ne s'est pas permis le tassement ici. Et de l'autre côté, il y a un remblai qui pourra passer en fonction de sollicitation des charges. Bien, voilà, donc je passerai le mur en retour. Là, c'est un prédimensionnement du mur en retour. Le mur en retour, vous voyez là, si vous voulez, c'est forme de trapèze. La hauteur max, ou bien la base du trapèze, là, la base, c'est celui que vous allez mettre avec le mur de la culée, de la culée là, le mur de franc, etc. Et puis vous avez, et on l'appelle là mur en retour parce qu'il retourne vers la sortie du pont. Hein. Là c'est bien. Alors l'épaisseur, bon, prenons la longueur là. La longueur du mur, il varie entre 2 jusqu'à 6 mètres. Longueur entre 2 et 6 mètres. Ah, si vous mettez plus que 6 mètres, alors ce sont des calculs à faire, etc. Et puis c'est du ferraillage, et ensuite, et qu'est-ce que vous allez gagner? Rien du tout. Parce que on voudrait uniquement, là c'est le remblai qui est en contact avec le pont, on voudrait le protéger, la partie supérieure du remblai. Il ne faut pas que le remblai se dégrade et les matériaux partent. L'épaisseur, c'est L plus 2 divisé par 20. Et L, c'est la longueur théorique qui est comprise entre 2 et 6 mètres. Alors, imaginez que nous avons un mur qui fait 6 mètres. L'épaisseur, combien vous allez prendre comme épaisseur? 40 cm. 40 cm. Très bien. Vous allez prendre 6 plus 2, ça fait 8, divisé par 20, ça fait 0,4. Ça veut dire 40 centimes. Très bien. Voilà. Ça, c'est le mur en roue. Bon, les justifications, ça, on a parlé. Et même les justifications ici, c'est pour faire le dimensionnement. Ce n'est pas l'objet de notre cours. Alors là, nous allons la pile ou les piles. On a dit que la pile, c'est l'appui intermédiaire. On est sorti des culées, ce sont les
appuis extrêmes, maintenant c'est les appuis intermédiaires. Alors, ce que vous voyez en rose là, c'est le chevêtre. Chevêtre. Tout à l'heure, on a parlé, même ici on peut parler de soumier lorsqu'on aura le fût des murs voiles. Alors, le chevêtre, d'accord. Le chevêtre, c'est une poutre, voilà, transversale au pont, et qui va essayer de relier la partie supérieure du fût. Si vous avez des colonnes, vous avez des poteaux, ou parfois un voile qui n'est pas large, c'est-à-dire ne couvre pas la largeur du tablier. Un voile, on va voir les types de piles comme ça. Je dis bien que le chevêtre permet de recevoir les appareils d'appui. Alors, deux appareils d'appui si vous êtes en hyperstatique, ça veut dire des travées indépendants. Si vous êtes en travée continue, une seule file d'appareils d'appui. C'est au niveau de l'axe du fût. D'accord? Et après, vous voyez en jaune, ensuite la semelle en bleu clair, là, bleu ciel, et enfin le bleu foncé là, c'est bleu marin, marine. Alors là, ce sont les fondations, soit des pieux, soit des barrettes, soit un gros béton. Carrément, on peut faire un gros béton, un remplissage. Alors, quelle est la différence entre une pile et une culée? Quelle est la différence, à votre avis? Quels sont les éléments qu'on ne retrouve pas au niveau de la pile par rapport à la culée? Elle ne supporte pas le remblai, monsieur. Supporte pas le remblai. Monsieur, dans la transition. Il n'y a pas de dalle de transition. Quoi encore? Il n'y a pas de courbeau, monsieur. Sommeil. Courbeau. Chevêtre, Ouais. monsieur, bien sommeil. Regardez bien, le chevêtre, on peut le retrouver soit sommier, soit chevêtre au niveau de la culée. D'accord? Mais ce qu'on ne trouve pas ici, c'est le mur garde-grève. Mur garde-grève, le courbeau, la dalle de transition et le remblai. Pas ici. D'accord? C'est bon? Très bien. Ouais. Alors, nous allons un peu rentrer vers des types de... Alors, conception de pile. Conception de pile. Alors, est-ce que vous voyez le schéma qui est là? Vous voyez je vais agrandir ce schéma, comme ça. Vous voyez ce schéma-là? C'est bon? Oui. Oui. Regardez, vous avez deux types de conception. Soit des colonnes, vous voyez, auquel cas vous allez mettre un chevêtre, et ensuite les appareils d'appui. Même la position, regardez, la position des appareils d'appui, pour essayer de minimiser le ferraillage de votre chevêtre, vous devez les mettre au même axe que les colonnes. Est-ce que vous avez compris? Oui, monsieur. Parce que le chevêtre, là, il va être comme étant une poutre continue à plusieurs appuis. Poutre continue à plusieurs appuis. Et puis là, uniquement, il va agir le poids propre c'est-à-dire entre deux appuis, il y aura le poids propre du chevêtre. Mais maintenant, si vous déplacez les appareils d'appui, vous les mettez au milieu entre deux colonnes, par exemple, là, le calcul va être d'une autre manière. Alors là, disons, des piles voiles. On peut parler de piles voiles, regardez. Soit un seul voile comme ça, soit des morceaux de voile, soit des formes de voile. Hein. Je peux faire des formes, on va regarder par la suite. Monsieur, oui, monsieur. Après quelle dimension on les considère, monsieur, des voiles? Il me semble que nous avons les piles des voiles, monsieur. 1 mètre? Qu'on dépasse 1 mètre? Déjà le calcul de voile, le voile comme un mur de soutènement. Hein. Ouais, comme un mur de soutènement.
quand est-ce que vous allez considérer qu'il s'agit d'un mur de soutènement au lieu que ce soit un poteau? Oui. Vous avez compris? Oui, c'est ça. Alors, un voile, Il y a la question. tout simplement, regardez. كتكون لا لارجور فوق من لا هوتور. Exactement. Lorsque vous avez une dimension qui est négligeable devant l'autre dimension. Ouais. Une dimension négligeable devant l'autre dimension. Et là, le calcul, vous le faites par mètre. Vous le faites par mètre. D'accord? Oui. L'appeler voile. Maintenant, si vous avez, par exemple, quelque chose de rectangulaire, vous connaissez les rectangles. Là. Les rectangles, tout le monde sait les rectangles. Il y a des valeurs qu'on ne peut pas dépasser. Par exemple, on ne peut pas parler une semelle isolée. Je peux avoir, regardez bien, je peux avoir une longueur qui fait, par exemple, 3 ou 4 fois la largeur. Je peux parler de là, c'est une semelle isolée. Mais lorsque j'aurai la longueur, il fait 10 fois ou 20 fois la largeur, là, je vais parler d'une semelle filante. Vous avez compris? Oui, monsieur. Ah, voilà, c'est question d'appréciation. Hein. Je n'ai pas des valeurs exactes pour vous dire, mais c'est les questions d'appréciation. Lorsque, regardez au niveau de la semelle ici, là où il y a le chevêtre en bas, là, c'est une semelle que vous allez considérer filante ou isolée. Monsieur. Filante. La même chose ici, au niveau des voiles, filante. Parce que c'est une semelle qui va rassembler des points d'appui, plusieurs points d'appui. Voilà. Bon, alors on va continuer. Bon, la conception et le choix de conception de piles. Alors, les piles, on les choisit en fonction des hauteurs. Regardez bien. Les piles, le choix des piles, vous les choisissez en fonction de la hauteur. La vallée, la profondeur de la vallée, oui. Il ne doit pas dépasser... Monsieur, في الكورة monsieur, il ne doit pas dépasser 8 à 9 mètres. Monsieur. Alors 8 à 9 mètres, si vous avez une section qui est un poteau ou un colonne qui est section constante. Oui. D'accord. Monsieur, 15 mètres. هذا راه فوال هذا ماشي بوطو ولا ماشي كولون هذا فوال سيدي تبارك الله عليك راك شاد مع راسك c'est bien de connaître les choses comme ça et puis ça fait enrichir un peu la discussion. Bien, alors un mur voile, regardez bien, l'épaisseur du voile, généralement vous prenez 50 cm. L'épaisseur du voile, vous prenez 50 cm. La hauteur là, pour votre voile, il faut qu'il soit inférieur ou égal à 15 mètres de hauteur. Maintenant, vous allez me dire, monsieur, si on va avoir quelque chose de supérieur à 15, alors je vais vous dire, il faut faire une section variable ici, ou bien faire une autre forme, même quitte à faire un caisson. Ça veut dire vous faites ça veut dire plusieurs voiles qui forment caisson, vide à l'intérieur. On peut monter une centaine de mètres. Hein. On peut monter une centaine. C'est bon? Ça va? Ça marche comme ça? Très bien. Alors, la morphologie des piles courantes, donc là, et puis, regardez bien. Une pile, vous devez mettre ce qu'on appelle le bec de la pile. On va montrer le bec de la pile, les palets. Alors les palets là, ce sont les colonnes. Les palets, ce sont les colonnes que vous voyez, les poteaux circulaires que vous voyez, ce sont on les appelle les palets. On dit une pile à palets ou bien une pile à voile. Pile à voile, pile à palais. D'accord? Parfois, je peux faire une pile à palais, je peux continuer avec mes colonnes au niveau des pieux directement, sans faire de semelle.
Est-ce que vous avez compris ce que je suis en train de dire? Ouais. Non. Vous pouvez J'ai- حتى لي بيو بلا ما دير سومين هما يترونسميتو. Exactement. C'est-à-dire, je monte avec des pieux comme ça et je continue au niveau des fûts, au niveau des colonnes. Je n'ai Ah oui, ok. pas besoin seul. de semelle. Je n'ai pas besoin de semelle et puis je me branche directement. Je peux faire ça. Mais attention, ça, il faut avoir un très bon calcul, comme ça, pour éviter des flambants ou pour éviter des choses, etc., etc. Et il faut que ça soit rigide, etc. Bien, on va parler les piles en caisson. Déjà, on a déjà parlé de pont caisson, aux poutres caisson, tubulaires. Maintenant, ce sont des piles en caisson. Ça veut dire, alors j'agrandis un peu l'image ici. J'agrandis l'image, comme ça vous allez visualiser. Alors l'image là, je vais l'agrandir. C'est bon? Vous voyez l'image qui est agrandie? C'est bon? Alors regardez la section à côté, le petit schéma à côté. Vous voyez? Alors ce qui est noirci, ce sont des voiles. Alors, ce sont des voiles. D'accord? Il y a 1, 2, 3, 4 voiles. Alors, ce sont des voiles là. Là, c'est une coupe horizontale. On a coupé la pile horizontalement et puis on a regardé ce qui se passe. Le blanc, c'est vide. C'est vide au milieu. C'est vide là. C'est vide. Et l'épaisseur des voiles, ce sont les épaisseurs que vous allez trouver ici partout, les voiles épais. Voilà. D'accord? Et ça remonte. Vous allez faire une semelle et ensuite vous allez poser ça sur la semelle et puis vous allez remonter moyennant un coffrage grimpant. Alors retenez bien les fûts. Les fûts à section constante, on les construit avec des coffrages grimpants. Ça veut dire on commence à partir de la semelle, on fait, c'est des métalliques là, bien sûr, c'est pas du bois, c'est paquet, c'est du métal là. Et puis on construit, on décoffre, après on remonte et ainsi de suite. On remonte vers le haut. Et comme ça, vous aurez quelque chose de bien rectiligne, de bien fait, parfait, etc. Eh bien, alors là, ça fait partie du fût. Là, on remonte. Et une fois on est à la limite ici, en bas, section constante, alors on va installer le chevêtre. On installe le chevêtre. Le chevêtre là, vous le voyez comme trapèze. La petite base, c'est la partie supérieure du fût. Et la grande base, c'est la partie supérieure, disons, sur laquelle on va poser les appareils d'appui. Bon, regardez là. Là, ce sont des épaisseurs en bas, au niveau des voiles. Des épaisseurs qui varient entre 30 à 60 cm, 30 à 60 Monsieur, cm. Vous pouvez me rappeler, monsieur, à quoi servent les appareils d'appui, monsieur? Les appareils d'appui, pour la transmission des charges. alors regardez monsieur. Alors, je vais montrer. Bon, alors parfois vous irez visiter des ports. Les ports. Oui. Est-ce que vous visitez des ports? Bien, alors les bateaux ou bien les navires, etc., lorsqu'il vient, qu'est-ce qu'on fait pour qu'il y ait un contact qui est disons, un contact qui ne peut pas endommager ni le mur disons, le quai, ni le bateau. Qu'est-ce qu'on met entre les deux? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous voyez? Surtout les ports de pêche. Les ports de pêche où il y a les petites barques, etc., qui vient accoster. Qu'est-ce que vous voyez? Même au niveau du bateau, des pneus.
Alors, les pneus, si vous voulez, c'est un appareil d'appui. Bon, j'essaie de vous donner ça comme une histoire. Un appareil d'appui, ça veut dire qu'il y a un bateau qui vient, qui va buter contre le quai. Si je mets quelque chose qui va amortir et ensuite transmettre la charge sans dommage, c'est le pneu. Mais avec le temps, c'est le pneu qui va s'endommager. Alors, l'appareil d'appui, ça veut dire c'est le contact. L'appareil d'appui, c'est le contact entre le tablier et le chevêtre ou le sommier. C'est le contact entre les deux. Alors, ce contact-là, il faut qu'il soit fait avec un appareil qui est spécial pour que il ne faut pas qu'il endommage la poutre ou le tablier. Il ne faut pas non plus... Je me contre le choc ou ça. Ah oui, parce qu'il ne faut pas... Alors, regardez bien. Si vous prenez quelque chose de cassable, par exemple. Cassable. Et puis, vous allez venir avec quelque chose de cassable. Vous faites un contact. Alors, ils vont casser. Alors, imaginez que vous mettez entre les deux quelque chose qui va... c'est-à-dire va adoucir un peu le contact. Voilà. Et moi, je parle, si jamais il y a un mouvement au niveau de votre tablier, verticalement là, il n'y aura pas d'endommagement de la partie disons, du contact. C'est ça le rôle des appareils d'appui. Et puis les appareils d'appui, lorsqu'on va les voir, parce qu'on aura un petit chapitre à développer au niveau des appareils d'appui, donc ce sont des appareils qui permettent une rotation, regardez, une petite rotation du tablier, parce que le tablier peut avoir une rotation au niveau des appuis, et ensuite une distorsion, ça veut dire c'est un mouvement horizontal, c'est ce qu'on appelle le cisaillement, là, il peut permettre le cisaillement sans qu'il soit cisaillé. Mais avec le temps, il y a même des appareils d'appui qui se déchirent. Ah, dans ces cas-là, on fait le virinage, on remplace les appareils d'appui. Il y a plein de moments pour lesquels on fait des interventions de changement d'appareil d'appui. Bien, alors là, regardez la hauteur du chevêtre là, c'est 1,50 m. Là, c'est un maximum, disons, la pile entre 1 m et 1,50 m. D'accord? 1,50 m, c'est un maximum et un minimum de 1 m. La hauteur du chevêtre, vous voyez la partie noircie là? D'accord? Bien. Alors, les piles marteaux. Les piles marteaux. Alors, essayez de voir ce schéma-là. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Voile qui monte avec des becs. Avec des becs, et ensuite le chevêtre, comment il est? Le chevêtre, comment il est? Le chevêtre, là. Comment il est? Monsieur, Oui. عندنا le sommier. Ah? عندنا le sommier ما عندناش la chevette. Là, le chevêtre, il existe là, le chevêtre. Vous voyez le chevêtre, comment il est? Ouais, monsieur. Alors, je vais aller vers une autre photo. Vous allez bien comprendre. Une autre photo. Ah, là, monsieur. Regardez bien. Là. Alors, j'ai deux formes de piles. Alors, le premier marteau. Ah, vous voyez, on l'appelle marteau comme il s'agit que d'un marteau. Ça, c'est si vous voulez, c'est le bras, là. Et puis la massette du marteau, c'est le chevêtre. Alors, c'est un chevêtre qui travaille par encorbellement. Ça veut dire il travaille comme console, à gauche et à droite. Vous comprenez? Travaille comme console. Oui, Chevêtre. Et puis, ce qui remonte là, c'est un mur. C'est un mur. Et le deuxième trait que vous voyez à l'extérieur, c'est uniquement le bec. Parce qu'on donne un bec. Alors le bec, on ne le laisse pas rectangulaire. On essaiera de lui donner
bec, hein, le bec. D'accord. Et là, c'est ce qu'on appelle un pile marteau. Et là, c'est pile, bon, d'une autre forme. Vous voyez un voile et un voile à droite qui sont inclinés. Et entre les deux, il y a le vide. Mais le chevêtre là, il travaille comme quoi? Il travaille comment? Il va travailler ce chevêtre là? Sachant que les appareils... comment? Comme une poutre. Comme une poutre. Comme une poutre avec deux consoles. Une poutre avec Oui. deux consoles. Voilà. Tout ça, ce sont des manières de faire de l'esthétique. Monsieur, Le pile marteau. Oui. qu'est-ce que vous proposez, monsieur, بالنسبة شي ان كاميون مسيو ولا شي رموكه مسيو بغا يدوز تحت شي بون خاص واحد 5 ملم مسيو غادي يقيس لنا البون 5 ملم. خاص واحد 5 ملم ولا 1 سنتيمتر مسيو غادي يقيس لو بون. Qu'est-ce que vous proposez? Alors, regardez. Alors, qu'est-ce que je propose? Moi, je propose d'appeler la gendarmerie. Elle vient et essaie de... vous savez... Monsieur, moi, je propose أنه يفشل رويدة. Non. Moi, je sais ce que vous... Qu'est-ce que vous dites, monsieur? Qu'est-ce que vous proposez? كيف البنوات شوية ويدوز. Ah, ça... Ce sont des... Moi, j'avais cette solution, mais ce n'est pas la vraie solution. Ça, c'est une solution de bricolage. Ça veut dire essayer de dégonfler un peu les pneus pour descendre et puis partir. Monsieur, regardez bien. On peut faire une pente. Il n'a pas le droit, monsieur. Une pente fait la Monsieur, route. normalement, la hauteur. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Regardez bien. Il n'a pas le droit de laisser, de charger, de surcharger son camion à une hauteur qui est proche de celle des gabarits. Il n'a pas le droit. Il faut toujours laisser une revanche. Et la réglementation, il donne la hauteur du gabarit. Il donne la hauteur du gabarit. À 4,50 monsieur. Regardez bien, dans la réglementation, dans le code de la route, il y a des dimensions, c'est la réglementation de la circulation. Pour pouvoir circuler, il faut avoir une dimension en largeur, ne pas dépasser, en hauteur à ne pas dépasser, en longueur à ne pas dépasser et un poids paresseux à ne pas dépasser. Voilà. C'est la réglementation mondiale, hein. Je ne dirais pas marocaine, c'est toute la réglementation, c'est comme ça. Maintenant, vous avez fait un gabarit, par exemple, supposons de 4,90 par exemple. 4 mètres 90. Vous savez c'est quoi 4 mètres 90? 4 mètres 90, c'est un R plus R plus 2. Plus la crotte. R plus 1. Rez-de-chaussée plus... voilà. R plus 1, c'est 4,90. Ouais. Ou bien, bon, 4,90 ou bien un rez-de-chaussée avec des garages industriels ou commerciaux, rez-de-chaussée. Bon, et puis vous venez avec un camion qui est tellement surchargé pour, avec 4,80. Vous voyez 4,80? Lorsqu'un camion il passe à 4,80, là c'est non réglementaire, monsieur. Bien. Je m'attendais à ce que vous me disiez s'il y a un camion surchargé, il vient buter contre une pile. Alors la pile, il faut qu'il soit calculé contre des chocs. Parce qu'on ne peut pas se permettre, parce qu'on ne peut pas, disons, éviter à ce que les gens... Il faut faire un calcul contre le choc. Ça veut dire on fait ces calculs, ce genre. Oui, vous faites le calcul de choc. On va décharger, par exemple, de 30 tonnes ou 40 tonnes au niveau d'un choc, comme une force, une charge comme ça, et puis avec un effet dynamique, et puis on va faire l'armature correspondante. Bien.
Alors, je parlais de prédimensionnement là. Monsieur. Monsieur. Oui, monsieur. Oui, allez-y, faites vite. علاش on réalise des ponts, monsieur اللي ما يقدرش يدوز منهم واحد لو تيب ديال سميتو ديال لي كاميون مسيو ولا ديال لي راه كيفوت الريغلومونطاسيون. لا بارفو مسيو كيكون لي غران كاميون ما كيدوزوش. Vous faites un type de pont où les grands camions ne passaient pas. C'est ça ce que vous voulez dire? Oui, monsieur. Alors, est-ce que vous avez vu ça dernièrement ou ce sont des anciens ponts? Ce que j'ai remarqué, parfois, lors de la réalisation du pont, qui connaît avec le pont nouveau, ou avant l'entrée, monsieur, قبل ما كيدخل le pont, كيدير واحد les barres en acier ou عرفتيهم monsieur. Oui, bien sûr. Pour être signalisation. Signalisation. Oui, monsieur, parfois, avec les camions qui doivent qui قيسوا ديك les barres supérieures, monsieur. Alors, regardez, monsieur, pour bien être clair avec vous. S'il s'agit d'anciens ponts, les anciens ponts ont été réalisés dans des conditions avec un parc automobile, avec des types de voitures, etc., et puis de camions, etc. Vous avez compris? Oui, monsieur. Donc, et puis, il y a un souci de passage, déjà le souci de faire passer les gens, etc. Donc, ils n'ont pas le souci d'avoir un grand gabarit qui va venir avec des... D'accord. Mais aujourd'hui, là, vous avez vu la réglementation que j'avais exposée, s'il s'agit d'une électrification, s'il s'agit d'une autoroute, s'il s'agit d'une passerelle, etc. Alors, ce sont des choses que vous devez respecter. D'accord? Mais parfois, il y a des problèmes. Parfois, il y a des problèmes. Alors, je vais vous dire un exemple, mais peut-être c'est l'heure, hein. C'est l'heure, mais simplement. Au niveau de... Regardez, si vous traversez l'autoroute au niveau de Ouled Ziyan pour aller vers le marché de gros. Oui. Non. Mbroka. Non. Oui, vous n'êtes pas... Alors, Haïm Broka, il y avait une passerelle. Une fois vous allez sortir de... Hein? C'est à côté de Souk Shtaiba, si vous connaissez la zone. Il y avait une passerelle. Ils ont fait une passerelle. C'est que les gens, pour aller au souk, et il ne faut pas qu'elle traverse parce qu'il y a la route, il est fortement... C'est ce qu'on appelle la route de 10 mars. Ah, là, c'est la route de 10 mars. Il y avait beaucoup de circulation. Ils ont construit une passerelle. Mais la passerelle, ils n'ont pas fait le gabarit, n'est pas un ils ont dit aux camions, ils ont interdit le passage des camions. Alors vous savez, les gens qui sortent du centre-ville, c'est 10 mars, si vous voulez Ziyan 10 mars, c'est si vous voulez l'artère le plus circulée. Et ensuite les gens qui vont aller vers le souk, c'est le seul disons raccourci. Et là, il y a une interdiction au poids lourd. Est-ce que vous avez compris? Ouais. Dire, les gens, pourquoi ils ont fait ce gabarit-là? Parce qu'ils ont un problème de marche, d'escalier, pour pouvoir que les gens, s'ils augmentent encore la hauteur, ils auront un problème dans la position des escaliers. Donc, et finalement, disons, le sort de cette passerelle a été démoli. Ils l'ont démoli après, pour libérer la circulation. Est-ce que vous avez compris un peu le principe? Le principe, c'est que vous devez faire des choses. S'il y a des problèmes, il aura un impact sur le projet. Que ce soit, disons, durant la construction, que ce soit après. Alors, je vais m'arrêter au niveau des fuites là, cette diapo là. L'appel